Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour la troisième rencontre de mémoire citoyenne organisée par le Centre d'action laïque de la province de Luxembourg. Il s'agit pour nous dans cette émission Facebook Live de revenir sur des événements ou des luttes majeures afin d'éclairer des enjeux citoyens d'aujourd'hui. Ce soir, nous allons aborder l'histoire et les principes de la réduction des risques liés à l'usage de drogues légales et illégales. Pour aborder ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir Valentine Martin, chargée de projet Boule de neige et prison à l'ASBL Modus Vivendi. Oui, bonjour Adja, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, donc effectivement, moi je travaille à l'ASBL Modus Vivendi depuis 2016. Moi je suis chargée de projets dont un qui s'appelle le programme Boule de neige. Donc c'est en fait de la sensibilisation par les pairs pour et par les personnes en situation de précarité. Donc c'est un programme qui date de 1989, mais on pourra y revenir. Et donc, Modus Vivendi, en fait, c'est une ASBL spécialisée dans la réduction des risques liés à l'usage des drogues, comme tu le disais, Adja. Pareil, on le redéfinira un peu plus en détail, mais c'est une association qui est le bébé de l'agence de prévention du sida, qui était une agence qui date de 1991 et qui, en fait, va se splitter en 3 grandes assos pour 3 grands types de publics. Il y a la plateforme prévention sida, donc c'est plutôt pour la population en général. Il y a l'association Execo, donc pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Puis il y a Modus Vivendi, qui elle opère la coordination au début de la prévention du sida auprès des personnes qui consomment des drogues, et puis qui va en fait élargir ses missions à la réduction des dommages, qui soient infectieux, mais aussi sociaux, physiques, etc., par rapport à ce qui est lié à l'usage des drogues. Voilà un peu pour une présentation sommaire de Modus Vivendi. Merci Valentine. Nous avons aussi avec nous Boris Herman, coordinateur du service Drugcare de la maison du Centre d'action laïque de la province de Luxembourg. Oui, bonjour à tous. Donc Boris Herman, je coordonne le service Drugcare, qui est un service agréé en réduction des risques en province de Luxembourg. Donc on est partenaire de Modus Vivendi. Concernant nos actions, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais je n'y manquerai pas de les énumérer. Merci Boris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, il vous est possible de réagir et de poser vos questions dans les commentaires de ce Facebook Live. Elles seront transmises aux intervenants en deuxième partie de cette émission. Voilà, Valentine, pour commencer, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que la réduction des risques? Avec plaisir. Je vais essayer d'expliquer un peu. Donc, pour la réduction des risques liés à l'usage des drogues, parfois vous pourrez peut-être nous entendre dire RDR, c'est rentré dans le jargon, réduction des risques, donc ne vous étonnez pas. Et donc, c'est tout ce qui est lié à l'usage des drogues. Donc, je vais me permettre d'abord de faire une petite définition de qu'est-ce qu'on entend par drogue. Adjat a déjà mentionné que ça concernait autant les drogues légales que illégales. Mais une drogue, dans le secteur, c'est la substance qui va modifier en fait l'état de conscience, ce qu'on dit psychotrope. Et en général, c'est une action sur le système nerveux central. Donc, ça peut être légal comme illégal. Dans le langage commun, on utilise souvent drogue pour drogues illicites. Et donc ici, quand on parle de drogue, c'est vraiment pour tout type de substance. Alors, ces substances, elles peuvent mener aussi à une dépendance, que ce soit physique, psychique, mais elle peut, donc ce n'est pas d'office et d'emblée. Il faut savoir aussi que c'est des substances dont l'usage en fait peut parfois comporter des risques pour la santé, que ce soit au niveau physique, au niveau du mental, social, mais aussi parfois pour la société. Donc, je réincite une dernière fois, mais donc le concept de drogue, c'est vraiment la substance qu'on va distinguer des comportements potentiellement addictifs comme le sport, le shopping, les jeux de hasard, le blanc solaire, que sais-je. Et on aime bien cette définition parce qu'en fait, elle a le mérite de dépasser certaines idées reçues qui sont relativement stigmatisantes. Par exemple, que les substances légales ne sont pas des drogues. Or si, les drogues sont interdites parce qu'elles sont dangereuses. On verra que non. Ou en tout cas que toutes les drogues mènent indéniablement à une dépendance ou à une addiction. Donc voilà, ça c'est mon petite intro sur réduction des risques liés à l'usage des drogues. C'est ces drogues-là dont on parle.
Alors, la RDR, donc réduction des risques, c'est une stratégie de santé publique d'ailleurs et qui vise, comme son nom l'indique, à prévenir, à limiter les dommages liés à la conso de produits psychotropes. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est en essayant de favoriser l'accès à de l'information qui se veut la plus objective possible, favoriser l'accès à des dispositifs et à du matériel en fait qui permettent de diminuer les risques si la personne évidemment le souhaite. On n'oblige personne. Et donc à qui est-ce que ça s'adresse? C'est souvent pour des personnes qui ne savent pas ou qui ne veulent pas aussi arrêter ou diminuer la conso. Et quels que soient les types de conso, de produits et dans tout type de milieu, festifs, rue, prison, etc. Donc c'est une stratégie de santé publique. C'est une démarche de promotion de la santé. D'ailleurs, la promotion de la santé, c'est un concept qui est défini par la Charte d'Ottawa déjà depuis 1986, qui est adopté par l'OMS, et qui va quand même un peu changer le contexte. C'est parce que la santé, à ce moment-là, n'est plus définie seulement comme l'absence de maladie. Non, en fait, on la voit de manière positive comme un état complet de bien-être en fait de l'individu. Et alors, comment est-ce qu'on peut identifier une initiative de promotion de la santé comme la réduction des risques, par exemple? C'est souvent des actions qui sont multiples, à différents niveaux, donc souvent avec une vision globale, mais aussi dans une optique de participation et d'empowerment, ce fabuleux mot qui montre cette prise de pouvoir par chaque personne, et donc pas spécialement d'obéissance. Et donc, c'est un peu ce que la réduction des risques, en fait, incarne comme la promotion de la santé. C'est la participation, la responsabilisation des personnes, pour permettre, en fait, à tout le monde de faire des choix libres et éclairés, sans jugement de la personne ni de ses choix de vie, quoi. Donc voilà, et c'est un pilier qui peut être complémentaire à d'autres approches que vous connaissez sûrement. Par exemple, quand on parle de prévention, la prévention, elle va plutôt avoir cet objectif de diminuer l'incidence de la consommation de drogue. L'assistance, donc on pourrait dire aussi le curatif, tout ce qui est l'hospitalisation, le soin, là, elle va plutôt promouvoir un changement d'ordre sanitaire, psychosocial, etc. Donc, il y a un autre pôle, par exemple, un autre pilier qui est la répression, la sécurité, avec lequel parfois on est un peu plus difficile à travailler, et ça c'est aussi à cause de ce contexte légal dans lequel on va revenir plus tard. Mais voilà, qui fait que de travailler avec la justice, la prison et la police est pas toujours aisé sur le terrain. Donc voilà, donc plusieurs piliers que je vous mentionnais, la réduction des risques, la prévention, l'assistance, le sécuritaire, répression. Et donc là, pour donner une petite idée, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je proposais peut-être quelques chiffres pour montrer un peu les tendances en fait des dépenses publiques par rapport à ces différents piliers et qui sont alloués aux drogues. Avec juste cette attention. Les chiffres que je vais vous mentionner, c'est des dépenses qui sont dites proactives, donc c'est-à-dire c'est pas la prise en charge qui est relative aux conséquences liées à la consommation de drogue. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment mis en amont. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres. Je fais la petite pub de Eurotox. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est Eurotox qui est l'observatoire socio-épidémiologique des drogues, qui fait des carnets, des tableaux de bord et des carnets hyper complets, super chouettes. Donc ils sont disponibles. Et donc à tirer en fait des chiffres c'est de la cellule générale de la politique drogue. Enfin bon, c'est le SPF public qui a fait des calculs savants parce que c'est hyper compliqué à calculer. Donc il faut prendre quand même avec des pincettes, mais ça montre des tendances. Et donc, on voit que le budget alloué, par exemple, pour le pilier assistance, c'est 60%. Pilier sécurité, 38%. Prévention, un petit pourcent. La réduction des risques, 0,4%. Et puis, voilà, il y a des dénominations d'autres, c'est 0,2%. Donc voilà, c'est des chiffres là, comme on dit. Donc voilà, et dans ces différentes dépenses publiques, on peut aussi voir qu'il y a des pourcentages un peu en fonction des substances. Donc ça, ce sont des moyennes qui sont tirées de 2014-2015, où en général, dans ces dépenses, l'alcool représente 56% des dépenses et 34% pour les drogues illicites. Comme ça, on a un peu une vision.
Donc voilà, ça c'était quelques chiffres pour montrer qu'il y a une tendance majoritaire dans les stratégies de santé publique pour l'assistance et la sécurité, mais très très peu finalement pour la prévention et la réduction des risques, ce qui va quand même nous intéresser dans le débat de la prohibition des drogues dont on va parler peut-être plus en détail par la suite. Voilà. Merci pour cette définition. Une autre question pour toi, Valentine. Quelle est l'origine et l'histoire de la réduction des risques liés à l'usage de drogue? Alors, pour parler de l'histoire de la réduction des risques, on se doit de parler de l'histoire un peu de la prohibition. On va commencer par là. Et donc, quelques mots, mais on est dans un contexte prohibitionniste, en tout cas légal, qui est induit par la loi de 1921. Donc, pour les personnes qui ont peut-être entendu, il y a une campagne Stop 1921, Un Happy Birthday, parce qu'on fête les 100 ans en fait de cette loi cette année. Et cette loi 1921, elle concerne donc le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes, antiseptiques, et donc qui condamne l'usage et le trafic. Elle découle en fait d'une convention internationale de l'opium qui, elle, date de 1912 et je pense qu'elle était portée par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Et cette convention internationale de l'opium, en fait, elle vise à réguler l'import-export des différents dérivés du pavot, donc par exemple l'opium, mais aussi d'autres substances comme la cocaïne, etc., et d'autres substances qui ont suivi dans les années d'après. Il y avait aussi une intention de pouvoir fermer les fumeries d'opium qu'il n'y avait pas en Belgique. Donc voilà, on s'est inspiré quand même de cette convention internationale, alors que le contexte n'était pas tout à fait le même qu'au niveau international par rapport à l'opium. Alors, cette convention internationale de l'opium, elle est remplacée par une convention dite unique parce qu'elle fusionne plein d'autres traités sur les stupéfiants. Donc, on entend pour la première fois le terme de stupéfiant dans les années 1961, donc qui dénomme les drogues illicites. Et cette convention unique, elle vise vraiment à limiter la production et le commerce d'une liste de substances comme le cannabis, dérivés d'opium, la coca et ses dérivés, etc. Et en fait, surtout sur des bases géopolitiques, donc des bases économiques, culturelles, coloniales, et très peu en fait sur des nocivités de drogue, sachant qu'en fait la classification des drogues en fonction de leur nocivité est très très relative. On le verra un peu après, et aussi extrêmement complexe. Donc, pour avoir un peu de concret, si, imaginons, je voulais classer une substance nocive par rapport à ses effets physiques permanents et directs, eh ben, en fait, l'alcool et le tabac seraient au premier rang, l'héroïne et les autres opiacés très très loin derrière. Si je prenais le critère de l'altération physique permanente, mais plutôt indirecte, eh ben, les opiacés et l'alcool compteraient parmi les plus nocives. Si je prends maintenant les effets physiques directs et indirects, mais provisoires, les amphétamines, elles auraient la première place, suivies de loin par les opiacés, l'alcool et le tabac. Si on prend maintenant un dernier exemple, peut-être les drogues comme instruments de suicide, on voit que c'est les barbituriques finalement qui apparaissent comme les plus dangereuses. Donc on voit que c'est hyper compliqué en fait d'établir une classification judicieuse de nocivité et donc en fait de voir une cohérence aussi dans ces lois. Et donc, c'est ça qui fait que cette classification non objective, c'est un peu un point crucial dans le débat prohibition-légalisation des drogues et dans notre contexte de promotion de la santé et donc de réduction des risques. Donc voilà, ça c'est pour poser un peu le cadre de la prohibition qui date maintenant d'il y a 100 ans. Alors, comment est-ce qu'est née vraiment plutôt la réduction des risques de manière pragmatique sur le terrain? C'est dans les années 80. Il y a l'épidémie du sida qui vient en fait mettre en exergue la problématique de la santé des usagers et des usagères de drogue, en tout cas au niveau politique. C'est des personnes plutôt qui étaient minorisées, qui n'étaient pas trop révélées dans la société en général. Il s'agissait principalement de personnes usagères de drogue par injection, et donc il pouvait y avoir des transmissions par échange de seringues, par exemple. On est dans un contexte où la prise en charge de ces personnes usagères de drogue, elle est assez peu diversifiée. Si on veut avoir accès aux soins, il y a des conditions d'abstinence. Il n'y a pas trop de collaboration entre les institutions et les consommateurs-consommatrices. On voit quand même une forme de tendance de position de soumission aux exigences du personnel soignant qui sont souvent convaincus de savoir ce qui est bon ou mauvais. Donc, on est quand même dans un cadre de vision assez binaire de la santé. Et donc, la conséquence, c'est que les personnes
qui veulent pas ou qui ne peuvent pas arrêter, elles sont exclues en fait des structures de soins classiques. Et du coup, aggravation des risques qui sont encourus. Et donc, c'est comme ça qu'on rentre en fait dans une perspective de prévention du sida. Alors, quelques années plus tard, on voit qu'il y a un peu un désintérêt général par rapport au sida, que ce soit au niveau du politique, des usagers, usagères et des différents intervenants spécialisés. Pourquoi? Parce que le sida, c'est fortement associé à la mort. Donc, c'est venir avec des messages, comment évoquer finalement la vie à partir d'un thème qui parle de la mort. Donc, bon, c'était pas toujours facile. Et paradoxalement, en fait, les hépatites viennent un peu au secours de la prévention du sida, parce qu'en plus, les hépatites concernent un peu tout le monde. Alors que le VIH était considéré plutôt comme un problème de minorité, on pourrait dire minorisé. Comme par exemple les personnes héroïnomanes à l'époque, homosexuels, hémophiles. Donc voilà, c'est un peu un rebond par rapport au message de prévention. Donc là, on est fin des années 80. Première opération boule de neige, donc le programme dont je m'occupe, c'est 1989. C'est une proposition par un docteur Jean-Pierre Jacques qui dit au ministre Charles Piquet « Ce serait intéressant d'avoir un projet participatif de sensibilisation par les pairs parce qu'il y a des personnes qu'on ne sait pas atteindre, qui n'ont pas accès aux structures de soins. » Et donc, se déroule la première opération boule de neige où sont défrayées les personnes usagères de drogue. Donc ça, c'est quand même assez important en termes de reconnaissance. Et on voit vraiment qu'il y a un changement de dynamique qui s'opère. Il y a des rencontres, des échanges, du travail en collaboration entre usagers de drogue et les différents intervenants. Certains sont aussi porteuses ou porteurs de VIH, de VHC. Et donc, pour les personnes qui sont contactées par les pairs qui sont contactés, eh bien, c'est aussi un peu une révélation. Ah ben tiens, on passe un peu d'une prévention dite idéale, sans sida, sans drogue, sans risque, un peu à une prévention du possible. Et tiens, en fait, on peut peut-être vivre avec le sida, avec les drogues, avec des risques, avec l'autre aussi, même s'il y a on a des choses radicalement différentes. Donc voilà, c'est un peu comme ça finalement qu'est né le concept de la RDR, qui était de donner vraiment les moyens à toutes les personnes usagères de drogue de se préserver non seulement des risques infectieux, mais aussi de pouvoir améliorer leur qualité de vie et donc indirectement de leur entourage. Et donc, voilà, de ces différents moyens, de ces différents risques infectieux, on a évolué de plus en plus vers un ensemble de risques liés à la conso, les overdoses, les accidents de la route, les relations sexuelles non désirées, les dépendances, la marginalisation, etc., etc. Et donc, la réduction des risques, en fait, c'est adapté à cette évolution. Et donc voilà, peut-être pour juste clôturer, la réduction des risques, finalement, elle s'adresse à l'ensemble des consommateurs de drogue, quel que soit leur mode ou leur type de consommation et de produits, et les différents milieux. Voilà, je pourrais répondre peut-être à d'autres questions, mais il me semble, voilà, comme ça je trace un peu la bordure. Merci à toi, Valentine. Nous allons maintenant nous tourner vers Boris. Quels sont les concepts clés de la réduction des risques? Existe-t-il un document commun aux associations de terrain qui fixe les enjeux et les valeurs de la réduction des risques? Alors oui, c'est un document qui s'intitule la charte de la RDR, qui est disponible d'ailleurs, on va mettre en lien, et sur lequel je vais me baser. Donc la réduction des risques, déjà, Valentine a été très très complète, je tiens à le signaler, bravo Valentine. Donc la réduction des risques veut pragmatique. À la fois, elle part de constats simples qui sont des constats sociétaux. Donc déjà, c'est qu'une société sans drogue n'existe pas de tout temps et encore plus maintenant, je pense, au niveau des problématiques qu'on a dans la société moderne, au niveau surtout de l'accès. On a parlé de drogue illégale, légale. On le voit par exemple au niveau des nouveaux produits de synthèse qu'on peut trouver excessivement facilement sur Internet. On trouvera toujours un moyen de toute façon de contourner la loi. Donc ça, c'est un fait, c'est un constat clair. Le risque zéro aussi n'existe pas. Donc pour toute activité humaine, il y a risque. La notion de risque aussi qui est relative. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. C'est qu'il faut partir du constat déjà que tout le monde s'inquiète, en tout cas la plupart, en tout cas s'intéresse un minimum aussi à ces problématiques de santé.
Donc, les usagers de drogue ne sont pas prêts à tout risquer par rapport à leur consommation. Ça, c'est très important de le noter. Aussi, point très très important qu'on souligne un petit peu tous les jours, mais donc on est assez militant. C'est difficile de parler de réduction de risque sans être un minimum militant. Je pense que toutes les associations ou toutes les personnes qui gravitent autour des assuétudes tiendront le même discours. C'est que la prohibition des drogues, pour l'instant, maximalise les risques. Je pense que si on part du constat je prends un exemple concret d'une personne qui aurait envie de consommer dans un milieu festif, prenons un festival, qui a déjà acheté un produit dont il ne sait pas la teneur, on va partir du principe que c'est de la MDMA, et qui n'a aucune notion de savoir concrètement à quel niveau le taux d'MDMA se situe, le risque est extrêmement élevé. Le principe de pouvoir, par exemple, faire du testing donc en milieu festif, ça c'est de la prévention qui est indispensable. Et donc, ça partirait de ce principe-là. Donc, la prohibition maximalise les risques. Si à partir du moment où un produit est réglementé, où on peut le trouver de toute manière dans une officine ou en tout cas dans un milieu strict avec une personne qui peut faire aussi le point entre d'un côté l'individu et de l'autre le produit et aussi son environnement, ça serait extrêmement important. Le dernier de ces constats, c'est qu'une information objective n'est pas incitatrice. Ça, on l'entend, je pense, presque tous les jours quand on présente la réduction de risque à un public lambda, je vais dire ça comme ça. C'est qu'il y a un côté incitateur à, par exemple, fournir du matériel stérile pour usager de drogue. Ça, quand on parle de comptoir d'échange de seringues, par exemple, ce qui est un peu réducteur parce qu'un comptoir distribue aussi du matériel d'inhalation, de sniff et autres. Ce n'est pas une incitation. Enfin, je connais personne, en tout cas parmi nos usagers, qui ont été incités à venir qui ont consommé à partir du moment où on leur fournissait du matériel, par exemple d'injection. Ça, c'est important à le signaler. Après ça, il y a des valeurs qui structurent un petit peu la réduction des risques. Donc, c'est reconnaître l'usager de drogue comme une personne à part entière. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de faire vraiment tous les jours. Surtout au niveau de notre groupe usager, on réunit un groupe de consommateurs ou d'ex-consommateurs un jeudi sur deux, et avec eux, on travaille des projets citoyens, pas uniquement axés sur les assuétudes, mais vraiment redéfinir la personne comme citoyen à part entière. C'est important de le signaler quand on parle d'usager de drogue ou même chez certaines personnes toxicomanes, c'est encore plus. Il y a cette notion vraiment très péjorative, on imagine la personne complètement abandonnée dans une rue, la seringue au bras. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, ce qui est une des méthodes d'intervention aussi, une des valeurs qui nous porte aussi, c'est le non-jugement. Et ça, Valentine l'a bien signalé, et je pense que c'est important. On ne juge pas la consommation d'une personne, on l'accepte même dans une volonté de non-abstinence. Ça, c'est important. C'est même essentiel. Donc, c'est aussi reconnaître les finalités propres à la réduction de risque. Et donc, il y a une chose que je souligne, ce qui est aussi le pragmatisme. Donc, la réduction des risques intervient auprès des usagers de drogue à tous les stades de consommation. Donc, encore une fois, même si la personne est dans une phase où il a décidé de consommer, pour quelque raison que ce soit, on doit pouvoir être là pour l'accompagner, en tout cas, et lui fournir des informations, que ce soit pour un parcours de soins, parce que ça, on a aussi tendance à penser quand je reprends encore une fois l'exemple d'une personne qui viendrait pour avoir accès à du matériel stérile d'injection ou autre, ou d'inhalation. Il y a toujours cette notion de se dire qu'on donne du matériel et merci, bonjour, au revoir. On donne à la fois, évidemment, des informations pratico-pratiques pour réduire les risques, ça c'est de base, mais aussi, éventuellement, si la personne le souhaite, l'accès à un soin thérapeutique. Je le signale assez souvent, mais par exemple, ici en province du Luxembourg, il y a l'ASBL Solex avec qui on collabore très fréquemment. Qui est donc une ASBL qui est composée notamment de médecins, de psychologues spécialisés en assuétude. Ils ont des antennes un petit peu partout en province du Luxembourg, mais essentiellement donc leurs deux sites principaux, c'est donc Arlon et Bastogne. Et c'est vraiment une belle collaboration
étant donné que nous, on ne fait pas de thérapeutique, donc on fait de l'écoute, on fait de l'information, on réoriente éventuellement quand c'est nécessaire vers des services comme je viens de le signaler, Solex. Donc ça, c'est vraiment important de le signaler. Et la dernière valeur qui nous porte, évidemment, c'est affirmer le droit de l'usager de drogue à la participation sociale. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on souligne et qu'on essaye de travailler. On a, dans ce cadre-là, il vous aurait aussi un petit lien vers un petit reportage qui avait été réalisé sur le jeu, l'outil d'animation, pardon, créé par des usagers pour des usagers, l'outil d'animation Toxicity, que je vous invite à découvrir peut-être plus en détail sur ce reportage-là. Je vois que le temps avance, donc je me dois de faire court. Et voilà, vous aurez de toute façon tous les liens, mais évidemment que l'usager est un citoyen à part entière et la participation sociale de ces personnes-là est indispensable. J'espère avoir été complet. De toute façon, on peut y revenir dans les questions de toute façon. La charte sera à disposition. Voilà. Merci Boris pour toutes ces informations. Tu as été très clair. Maintenant, je vais poser une question à tous les deux. Pouvez-vous donner des exemples d'actions concrètes mises en place par Modus Vivendi et Drugscare en faveur des usagers de drogue? Et comment, dans un contexte de prohibition, parvenez-vous à la mettre en œuvre? Alors, Dac. Eh bien, donc, il y a plusieurs choses qu'on a évidemment en commun vu qu'on est des partenaires. Donc, par exemple, moi, en tant que chargée de projet Boule de Neige, eh bien, je coordonne des partenaires en région wallonne et à Bruxelles qui opérationnalisent donc Boule de Neige avec les usagers qui côtoient les associations, les comptoirs de distribution de matos, etc. Donc, il y a pas mal de choses évidemment qu'on a en commun entre Drugscare et Modus. Du coup, la prévention par les pairs. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place. Je vais peut-être énoncer et puis, si ça vous va, on peut revenir sur comment et les limites à pouvoir les mettre en place. Mais sinon, un des pôles très importants au sein de Modus, c'est les brochures, pouvoir donner en fait de l'information la plus objective possible. Donc, autant les brochures produits qui sont souvent co-créées, pas souvent, qui sont co-créées avec les usagers et usagères. Il y a des brochures parfois mode de conso, shoot et propre, des brochures sur les risques connexes, par exemple les hépatites, puis on essaye sinon de travailler avec les autres organisations pour des thématiques plus spécifiques. Il y a aussi au niveau de l'information des alertes précoces. Par exemple, il y a du testing de substances donc qui se fait, ou éventuellement de l'analyse toxicologique aussi. Donc, on peut envoyer à l'Institut de santé publique pour des analyses encore plus fines. Donc voilà, ça ce qui est par exemple pas toujours facile à faire avec la police parce que les personnes doivent amener leurs produits sur place. Donc c'est vraiment de faire des compromis et de la négociation avec le sécuritaire pour avoir un lieu de non-arrestation pour les personnes qui viennent tester leurs produits. Donc la prévention par les pairs, ça j'en ai parlé, les maraudes également, parce qu'on a au sein de Modus, on a un nouveau, on appelle le pilier, mais c'est un comptoir de distribution de matos dans le centre de Bruxelles. Donc voilà, ça c'est un peu pour tout ce qui a l'accès à l'information. Je ne sais pas si tu veux, Boris, peut-être compléter ou... Monsieur, il y a toutes les actions, comme on l'avait déjà signalé en milieu festif. Je pourrais signaler par exemple aussi le label Quality Night, dont Modus est l'opérateur principal. Donc le label Quality Night, en deux mots, c'est un label certifié, donc généralement dans les établissements que sont les bars, tout milieu festif. Notamment, ils s'engagent donc à la fois à former leur personnel en matière de réduction de risque, essentiellement vis-à-vis de l'alcool, à distribuer de l'eau gratuitement, des bouchons d'oreilles et des liens sûrs vers la maison, par exemple des compagnies de taxi, les horaires de bus ou autres, mais en tout cas pour sensibiliser à un retour safe à la maison. En gros, il y en a plusieurs, évidemment Valentine a déjà été complète au niveau de l'échange de tout ce qui concerne le matériel stérile,
le milieu festif, les maraudes, tout ça a été dit. Je pense que aussi les opérations boule de neige, ça tu l'avais dit. Tout à fait. Tout ce qui est prévention par les pairs. Donc, on a le programme boule de neige qui peut se faire en rue, en prison, dans des contextes précis, par exemple le travail du sexe. Mais il y a aussi des projets plutôt en festif, drogue, risque et moins, avec des stands. Il y a aussi, voilà, pareil, des projets en festival. Premier festival de Dour en 96 pour Medus à l'époque. Il y a le projet Drink Different, accent, plutôt dans le milieu estudiantin. Donc ça, c'est tout des projets de prévention par les pairs. Je pourrais peut-être ajouter aussi, dans nos actions, c'est de pouvoir promouvoir l'accessibilité aux matos de RDR, donc dans tous les milieux. Et ça, c'est pas toujours facile, évidemment, notamment par rapport au comptoir de distribution de matos, où c'est pas toujours facile, et par exemple où c'est à développer dans d'autres milieux, par exemple en prison. Là, c'est net, alors qu'il existe l'échange de seringues en prison dans des modèles européens, en Suisse, en Espagne, etc., et qui fonctionnent. Donc là, c'est encore très difficile dans ce milieu sécuritaire, en se disant que la distribution de matos, par exemple, elle a dû faire office de modification de décret parce que, par exemple, le secteur psychosocial n'était pas admis à distribuer des seringues. C'était que les infirmiers, infirmières, médecins, donc le personnel soignant. Donc, il a fallu modifier, par exemple, le décret de juin 2000 pour permettre aux personnes, travailleurs et travailleuses socio-sociales, de ne pas être dans l'illégalité, par exemple. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui évoluent, qui ont évolué et qui doivent encore évoluer. Par exemple, pour la salle de consommation à moindre risque. Donc, nous, on est en soutien. Il y en a une à Liège et bientôt une à Bruxelles. Mais tout ça nécessite de modifier des décrets, d'émettre en fait de nouvelles ordonnances qui vont permettre, malgré le contexte illégal dû à la loi 1921, où en fait la salle de consommation à moindre risque est considérée comme une facilitation à l'usage. Et donc tout ça doit être retravaillé au niveau légal pour pouvoir avoir ce type de dispositif. Voilà, c'est un peu le même combat pour essayer de mettre en place des bornes de distribution de matos. Voilà. C'est un peu ce qui me vient. Je pense qu'on brasse, on brasse pas mal, c'est le cas de le dire. C'est relativement large, mais parce que je trouve aussi que c'est même au niveau des mentalités, la difficulté vient de là. Je prends un exemple très concret de la semaine dernière, justement, une personne vient de trouver parce que déjà c'est une personne qui était très réfractaire à l'idée de pouvoir en parler d'un point de vue médical à son médecin, par exemple, de son addiction, j'entends. Elle n'a eu aucun problème à parler de son addiction au niveau de l'alcool, à partir du moment où c'était un produit qui était illicite et elle savait que son médecin avait certains a priori avec ça, n'en parle pas. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui, malgré eux, se retrouvent complètement isolées par rapport à une addiction qui est considérée comme immorale, sans doute. Et donc, la difficulté vient aussi de là. La réglementation a créé certains types de blocages comme ça. Ouais. Il y a d'autres exemples, hein, on en revient souvent au modèle portugais ou autre, où là, je pense que ça a prouvé, chiffre à la pluie, que avec l'accompagnement et en tout cas la non-stigmatisation de certains usages, on arrive beaucoup plus à toucher certains usagers et à les remettre dans des parcours de soins. Oui, pour les personnes tout à fait qui sont en tout cas dans une perspective compliquée avec l'usage de drogue, parce que peut-être que n'importe quel consommateur qui se sent juste dans sa console ne doit pas être peut-être considéré comme malade et accompagner un parcours de soins. Mais tout à fait, c'est comme tu dis, un gros travail de diminuer en fait les stigmatisations et donc les risques socio-sanitaires. Et ça, par exemple, ça se fait en formant des personnes qui interviennent en lien direct ou indirect avec des personnes usagères de drogue. Par exemple, comment est-ce qu'on dit, les agents et agentes de la paix. Enfin voilà, c'est toutes des personnes avec qui, et même pour la société civile, qu'il est intéressant de continuer à discuter et de déstigmatiser et déconstruire un peu tout ce dont on vient de parler.
ce qui n'est pas facile en contexte prohibitionniste. Merci à tous les deux pour vos interventions. Nous allons maintenant passer aux questions des internautes. La première question, Boris, tu viens de l'aborder tantôt, est: peut-on considérer la réduction des risques comme une forme d'incitation? Bah oui, c'est vrai qu'on l'a signalé du coup en parlant un petit peu des valeurs qui nous portent, hein, mais ça c'est l'argument numéro 1. Je reviens, je vais pas me répéter là-dessus, mais c'est vrai que je pense que il y a aucune raison pragmatique pour penser ou croire que le fait de fournir par exemple du matériel ou donner une information concrète va inciter la personne, loin de là. C'est vraiment essayer d'insister aussi sur les risques qui y sont liés, en tout cas la manière dont les réduire. On ne touche pas les mêmes personnes. Comme Valentine l'a dit, la prévention et la réduction de risques sont deux stades différents, bien que ça fait partie d'un tout. Mais absolument pas. Valentine, je pense que tu pourras… Je plus sois. Ouais, voilà. Je pense que il n'y a aucune raison en tout cas, il faudrait qu'on me le prouve. Oui, parce qu'on voit aussi que les messages, je veux dire, soit qui diabolisent ou qui banalisent évidemment leur extrême, mais quand on apporte en fait les deux types d'arguments, on voit que la personne, je pense, c'est plus à même d'être apaisée, de réfléchir plus sereinement aussi, de mettre aussi plus de sens derrière, donc de réfléchir et peut-être d'être moins en mode réac. Donc, oui, absolument. On voit certains types de brochures qui mettent tout sur la peur, ou alors les étiquettes des paquets de cigarettes, par exemple. Pour les personnes qui sont déjà fumeurs ou fumeuses, en fait, on voit que ça n'a pas, il y a vraiment très très peu d'incidence d'arrêt à cause de ces images. Donc voilà, dans la réduction des risques, l'idée c'est de pouvoir amener les facteurs qui peuvent amener à consommer des drogues, et il y en a plein, le plaisir, la détente, le fait de facettes sociales, et donc tout ça peut amener, je veux dire, du positif dans une consommation qui peut effectivement amener aussi des risques, et je pense que la personne peut être beaucoup plus ouverte si elle a les deux grandes tendances, quoi. À toutes les cartes en main, mais c'est vrai, encore une fois, tu l'as signalé, Valentine, mais c'est aussi l'argument, à aucun moment il y a une banalisation qui est faite aussi par rapport à n'importe quel type d'usage. Ça, c'est vraiment très important de le signaler. Merci. Une autre question. Les salles de shoot sont-elles aussi considérées comme de la RDR? Les salles de consommation à moindre risque, éventuellement, parce que salle de shoot, c'est vraiment quelque chose qui a tendance, en tout cas dans le milieu, c'est très péjoratif. Hein, cette salle de shoot, ça veut tout et rien dire. Donc du coup, excuse-moi, Adja, la fin de la question était? Est-ce que c'est de la RDR, c'est ça? Ok. Donc les salles de consommation sont-elles considérées comme de la réduction de risque? Bien sûr, étant donné que c'est supervisé, pour moi, c'est un des pans qui devrait être indispensable de la réduction de risque. Pour être concret, comment ça se passe une salle de consommation à moindre risque, c'est que la personne, déjà, c'est pas une zone de non-droit où on arrive, on prend tout ce qu'il faut et on consomme sur place. C'est sous supervision à la fois d'éducateurs, d'infirmiers et de médecins. Donc, pour moi, c'est une sécurité principale. L'argument premier qui veut qu'on ouvre des salles de consommation à moindre risque, c'est évidemment l'aspect sécuritaire. Les gens sont bien contents, évidemment, qu'il n'y ait pas de consommation de rue et donc que les usagers se retrouvent à un point. Donc, si c'est un des constats, tant mieux, et qu'on puisse au moins offrir la possibilité à des gens de consommer dans de bonnes conditions. Et en tout cas, là, encore une fois, c'est dans le but, évidemment, d'avoir moins d'overdose et surtout que les personnes puissent recevoir, encore une fois, et accès à des informations concrètes par rapport à leurs usages.
Et après, dans ces dispositifs, il y a toujours un peu des limites aussi. Ça convient pas à tous les usagers et usagères, parce que parfois il y a des conditions aussi un peu d'entrée. Donc voilà, il y a encore, je pense, du travail et plus les dispositifs sont diversifiés pour répondre vraiment aux besoins divers, plus on sera dans le bon. Mais en attendant, par rapport à des personnes qui doivent parfois s'injecter dans des endroits vraiment dégueulasses ou dans des squats, etc., c'est un dispositif qui parfois peut leur plaire, mais encore une fois, pas à tout le monde. Certains n'ont pas envie de ce type d'infrastructure parce que ça fait un peu trop médical, parce qu'il y a des conditions d'entrée, etc., etc. Et donc, c'est un des dispositifs qui peut aussi avoir des limites, mais qui a des avantages. C'est pas une finalité, c'est pas le but ultime, mais c'est parmi les solutions qui peuvent être proposées à un certain type, comme Valentine vient de le signaler, à un certain type de consommateur. Oui, et tant que la loi, en tout cas, de 1921 n'a pas changé, ben en fait, c'est déjà un bon sparadrap, quoi. Et après, comment dire, c'est déjà une bonne rustine, mais ça permet peut-être pas de changer la roue entièrement. Donc là, il y a le cadre légal derrière aussi qui devrait suivre, quoi. Parce que comme on le mentionnait tout à l'heure, il y a des ordonnances qui sont émises pour pouvoir adapter cette salle de consommation au niveau local, alors que le cadre légal, les décrets au-dessus de ces ordonnances, normalement, ne les permet pas, quoi. Donc voilà, c'est pas non plus des projets qui sont hyper pérennes et hyper sécurisés dans le temps. Donc voilà. Merci. Nous allons passer à la question suivante. Un public hors consommation a-t-il aussi accès aux formations boule de neige? Un public hors qui ne consomme pas? Oui. Boris, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, à partir du déjà un public non consommateur, j'ai toujours tendance à croire qu'on est tous un peu dépendants, enfin que ce soit d'un produit, d'un usage, on a tous comment dire, je ne retrouve plus les mots, il est déjà tard, des comportements en lien avec une addiction quelconque, mais les formations boule de neige, c'est délicat parce qu'on doit toucher les pairs. Donc, à partir du moment où, par exemple, pour une formation boule de neige rue, ce qui est une formation dédiée spécifiquement pour toucher un public de rue, on va peut-être essayer de plus le proposer à des personnes qui sont en contact direct, étant donné que c'est pour toucher des pairs. Si c'est pour le proposer à un adolescent de 18 ans qui n'a jamais consommé aucun type de produit, ce serait peut-être un petit peu contre-productif. Et là, on pourrait peut-être lui proposer un autre type de formation. Je sais pas si, Valentine, tu serais d'accord. Non, mais moi, je te rejoins tout à fait en ce sens qu'en général, les personnes qui ne consomment pas du tout, bien, non, je veux dire, n'ont pas d'intérêt dans les caractéristiques similaires à partager avec des personnes pour faciliter la prise de contact. Après, il y a les personnes parfois ex-usagères de drogue, et là, il y a quand même certaines personnes qui ont déjà tenté l'expérience, mais on voit qu'il y a quand même un changement au niveau de la dynamique de groupe, parce que parfois, certaines personnes qui ont arrêté font un transfert et aimeraient bien que les autres arrêtent. Or là, en fait, on est vraiment dans la grosse limite de la réduction des risques, vu que c'est sans banalisation, mais il y a une tolérance de l'usage. On prend la personne telle qu'elle est dans la situation où elle se trouve. Donc voilà. Du coup, en général, c'est souvent et c'est majoritairement en fait des personnes qui sont actives dans la consommation. Et ça peut aussi arriver, j'ajoute à cela, qu'il y ait une stigmatisation par les consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a déjà fait aussi une fois l'expérience, un consommateur qui uniquement d'alcool, qui était intégré à une formation boule de neige rue, qui était stigmatisé par les autres parce qu'il n'avait pas les connaissances suffisantes que pour pouvoir répondre à une information concrète vis-à-vis, par exemple, une question sur l'injection. Mais donc, c'était au cours d'une formation boule de neige. Ça pose aussi d'autres types de questions, mais voilà, en gros. Merci. La question suivante. Comment la RDR, un milieu festif, peut-elle permettre de sauver des vies? Il y a pas mal de dispositifs au niveau festif. On peut prendre peut-être quelques lieux et des exemples concrets.
en boîte de nuit. Donc, Boris, tu parlais tantôt du label Quality Night. Ça induit en fait de mettre des bouchons d'oreilles à disposition, donc pas se péter les tympans. Donc, ça sauve pas toujours la vie, mais quoique, parce qu'avoir des acouphènes, ça peut être vraiment horrible. Le fait d'avoir des préservatifs à disposition, de l'eau gratuite au bar, un retour en voiture safe et organisé, avec tous des conseils aussi de support pour avoir une solidarité entre fêtards et fêtardes. Donc ça, c'est déjà quelques éléments, par exemple, au niveau du clubbing. Boris, je sais pas si tu veux parler d'un... À part peut-être, oui, en milieu festif, le testing en est une aussi. D'ailleurs, je pense que du côté de Dour et Esperanza, il y a des dispositifs qui sont mis en place aussi de maraude. Il y a des relax zones, ce sont des zones où les personnes qui ont consommé sont sous supervision et de professionnels de la santé. Oui, c'est des choses évidemment qui peuvent sauver des vies. Hein. Ce n'est pas le cas, par exemple. Je lisais un article dernièrement aussi du côté de Tomorrowland pour prendre des exemples aussi très concrets, où là on a plus accès vers la répression et en tout cas une prévention assez agressive. Et on se rend compte qu'il y a d'autant plus de consommation et qui sont faits d'une manière d'autant plus dangereuse. Donc, je pense que l'instauration de relax zone, de testing dans ces genres de milieux pourrait sauver des vies, bien sûr. Merci. Maintenant, toute dernière question. Comment imaginez-vous l'avenir de la réduction des risques? Vaste question. On rêve ou pas? C'est ça. Boris, je te laisse. On peut rêver. Je pense que c'est une bonne question. L'avenir de la réduction de risque, c'est comme on l'a signalé. Je pense que ça soit pris. Je vais l'idéaliser, hein, mais de dire comment on aimerait que les choses évoluent, mais c'est la prise en charge de tout type de personnes, quelle que soit la phase de consommation dans laquelle elle se trouve, abstinence ou pas. Je vois bien, par exemple, ici, la difficulté en province du Luxembourg d'avoir accès à des lits pour des personnes qui souhaitent rentrer en centre de cure ou même de post-cure, où les conditions sont quand même assez strictes pour les accueils d'urgence aussi. Ça, c'est une situation qui revient souvent quand on travaille en réseau, parmi toutes les centres d'accueil d'urgence ici dans la province. Les personnes doivent pour la plupart être sevrées, ce qui est parfois très compliqué de par 1000 raisons possibles et imaginables. C'est pour ça qu'il y a des projets un petit peu pilotes qui se mettent en place. Je pense par exemple au projet Tempo, qui est mis en place notamment par Solex, La Moisson, l'ASBL La Moisson, ici au Luxembourg. C'est un centre d'hébergement qui donc c'est un accueil inconditionnel. Donc les personnes sont prises en charge peu importe leur état de consommation et sont suivis en fonction de leur phase de consommation. Mais ça, c'est un tout. Encore une fois, c'est d'avoir le plus large panel possible, en tout cas pour répondre à tout type de demande. Ouais. Et il y a deux dynamiques comme ça avec pour cet avenir. Il y a quand même une dose d'espoir, hein, parce qu'il y a des choses qui continuent finalement de bouger, même si c'est parfois lentement, hein, surtout dans une certaine période 2019-2020. Vous ne direz pas pourquoi. Mais voilà, il y a quand même, en tout cas, on voit qu'il y a dans les comptoirs d'échange de matériel où c'était essentiellement des seringues et le matos connexe, maintenant il y a du matos d'inhalation qui est distribué. Il y a bientôt une salle de consommation à moindre risque à Bruxelles, par exemple. Il y a le testing mobile qui se développe aussi, le TRIP, testing rapide et itinérant de produits. Il y a un réseau festif aussi à Bruxelles, par exemple, qui continue à se tisser entre les différents intervenants. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir, avec un certain scepticisme quand même, parce que je pense que le secteur
faut le dire, est quand même vachement affecté, et ce dans tous les milieux, rue, festif, prison, travail du sexe, etc. Donc d'une part, principalement à cause de la loi 1921, qui permet pas un cadre légal propice à la santé générale des personnes, qui perpétue des dérives telles que stigmatisation, criminalisation. Donc voilà. Alors que la guerre contre la drogue est un échec, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui le montrent. Si vous n'êtes pas encore convaincu, n'hésitez pas à aller voir le site de la campagne Unhappy Birthday. Il y a plein de chouettes vidéos. Enfin, tout est assez bien vulgarisé. Donc non seulement voilà, il y a cette loi 1921, et puis il y a eu par exemple ces derniers temps une couche supplémentaire induite par les mesures un peu coercitives du Covid-19. En rue par exemple, on voit une privation des accès des associations aux personnes qui sont les plus démunies. Donc ça peut quand même poser aussi un peu une question sur l'institutionnalisation de la RDR et de l'aide en général, pour les personnes qui sont un peu dans une mer de matériel, pour reprendre un peu le syndicat des immenses. En prison, c'était des personnes qui étaient doublement confinées pour les détenus, avec pas d'entrée des services externes, très peu de services internes d'aide. Donc voilà, au niveau de la fête, ça a aussi déplacé toutes les soirées dans des milieux qui étaient privés et donc difficilement accessibles, par exemple, par rapport à l'RDR. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment des leçons à prendre pour l'avenir. Mais dans le meilleur des mondes, si on veut idéaliser, Boris, je te rejoins, c'est de pouvoir d'une part rêver, parce que rêver ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité, comme dirait je sais pas qui. Donc on pourrait rêver, donc à ce changement de loi, à davantage de reconnaissance du secteur de la RDR, avec un gros financement massif, que ce soit pour la RDR et la prévention, comme on l'a vu tout à l'heure. Pouvoir avoir aussi un changement de mentalité assez profond, pour permettre à toute personne qui consomme des drogues, mais en fait de se sentir citoyen et citoyenne. C'est aussi un peu le thème de ce webinaire. Et que chacun puisse en fait se reconnaître comme légitime, comme ayant une place dans la société, peu importe ses choix de vie, et du coup grâce à du soutien et de la participation et de la responsabilisation, plutôt qu'avec des sanctions ou de l'infantilisation. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, qu'on peut continuer aussi de questionner notre système économique dominant. Et le consumérisme aussi qui en découle, parce que comme l'a mentionné tantôt Boris, un des constats dans la charte, c'est qu'une société sans drogue n'existe pas. Cependant, l'usage abusif, ça semble plutôt typique des sociétés contemporaines actuelles. Donc voilà, c'est pouvoir continuer à réfléchir en envisageant aussi des problèmes de fond et remonter plus aux causes, que de s'adapter trop aux conséquences. Donc voilà, moi je vous propose d'abord d'y croire, et puis de continuer un peu ce travail de sensibilisation. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à vous pour ce webinaire, parce que ça promeut en fait cette sensibilisation, ce lobbying, et du coup ça doit se faire autant auprès des politiques, aussi beaucoup au niveau des médias, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui passent au niveau des médias qui peuvent être un peu bancales, aussi bien que de la société civile, quoi. Et donc ça, c'est vraiment se dire qu'on puisse cultiver un respect de la différence au lieu de la peur de la différence, et pour mieux vivre ensemble. Merci. Belle conclusion, Valentine. Merci. Pour conclure notre émission, Valentine et Boris, vous voulez ajouter quelque chose? Boris? Non, il y avait juste cette petite citation qui revient assez fréquemment, mais c'est vrai que les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. Et je trouve que ça fait déjà un peu réfléchir. Et ça, c'est un petit résumé, une petite conclusion intéressante. Voilà. Et aussi pour vous informer que demain, c'est ouverte à Arlon. Donc demain, 29 octobre, les portes ouvertes du service Drugscare de 13h à 19h. Rue Joseph Netzer, j'allais dire venez nombreux, mais venez, voilà, si le sujet vous intéresse, pour avoir un petit peu plus de détails sur nos missions, on aura tous les stands. Justement, j'ai parlé de Toxocity, les usagers seront présents pour le présenter. Très chouette. Voilà. Moi d'ailleurs, j'y ai participé, j'y ai joué, c'est vraiment chouette. Comme quoi. Très instructif.
J'ai appris des choses. Ah bah, si Valentine a appris des choses, je pense que tout le monde apprendra des choses. Voilà. Eh bien, ce serait le mot Merci de à tous. fin. Je souhaite sincèrement vous remercier pour votre participation et vos connaissances. J'espère que les internautes ont autant apprécié que moi. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt. Oui, Bonne soirée à merci. tous. Merci Adja. Salut Boris, merci. Salut, hein.